Qu'est-ce que transmettre, sinon le plus vieux geste de l'humanité? Ce mouvement invisible qui relie ce qui fut à ce qui sera. Transmettre, c'est faire passer quelque chose d'un être à un autre, d'une génération à une autre. Cela peut être un savoir-faire ancestral, une valeur fondamentale, une croyance, une pratique rituelle, un outil précieux, une langue presque oubliée, un mythe fondateur, une simple habitude qui réconforte, une force intérieure ou simplement une présence rassurante. Pourtant, la transmission ne concerne pas uniquement ce qui est visible, palpable, audible. Elle ne se limite pas à ce que nous voyons, sentons, disons, savons ou enseignons consciemment. Elle se niche aussi dans les interstices de nos silences, dans ce que nous taisons volontairement ou involontairement. Ces transmissions cachées, souterraines, les cicatrices psychiques non refermées, les blessures intérieures qui continuent de saigner à travers les générations, les silences pesants qui en disent plus que les mots, les peurs ancestrales tapis dans l'ombre, les secrets familiaux enfouis, les refoulements collectifs qui façonnent nos sociétés malgré nous. La transmission est partout et nulle part à la fois. Elle se loge dans la manière dont nous portons notre corps, dans notre regard qui trahit parfois des siècles d'histoire, dans nos gestes hérités sans que nous en ayons conscience, dans nos absences qui parlent plus fort que nos présences, dans nos errances qui recherchent des racines perdues. Elle est vivante, organique, pulsante, inévitable, impossible d'y échapper. Nous transmettons même quand nous croyons ne rien transmettre. La transmission est l'acte fondateur de l'humanité, ce qui garantit sa stabilité, sa survie, selon des fondements civilisationnels forgés au fil des millénaires. Sans transmission, pas de mémoire collective. Sans mémoire, pas d'histoire. Sans histoire, pas de culture. Sans culture, pas d'héritage partagé. Sans héritage, pas de sens à notre existence. Pas de continuité, pas de sentiment d'appartenance à un commun plus grand que soi. La transmission nous relie aux origines lointaines et nous engage envers les vivants qui ne sont pas encore nés. Elle est le tissage patient de notre identité individuelle dans le vaste tissu du collectif. Elle est la colonne vertébrale qui structure toute société, toute famille, toute communauté humaine, tout individu. Mais aujourd'hui, cette colonne vertébrale est fracturée. Ses disques sont déplacés, sa structure est déstabilisée, et cette blessure affecte tout notre être collectif. Dans un monde où les crises se superposent, s'enchevêtrent, s'amplifient, crises identitaires, écologiques, technologiques, géopétitiques, transmettre devient bien plus qu'un simple héritage. Cela devient un acte de résistance. Une affirmation que nous ne sommes pas seulement des consommateurs isolés, désaffiliés, surconnectés, mais profondément déliés de nos racines. Que notre héritage n'est pas un fardeau, mais une base nécessaire pour inventer l'avenir. Prenons la mesure de cette première rupture, la fracture culturelle. La mondialisation, avec sa quête d'uniformisation des modes de vie, de pensée, de consommation, a entraîné une perte vertigineuse des singularités culturelles. Les traditions locales, autrefois vivantes et évolutives, sont aujourd'hui réduites à des folklorisations enchantées, soumises au bon vouloir d'une administration souvent impertinente face à leur profondeur symbolique. La culture devient objet de spectacle, de tourisme, de consommation rapide. Elle n'est plus le vecteur civilisationnel qui donne sens à la continuité des générations. Le chiffre est glaçant. Au moins une langue disparaît toutes les 2 semaines. Chaque langue emporte avec elle une vision unique du monde, une cosmogonie irremplaçable, une manière spécifique de nommer et donc de penser la réalité. Pourtant, paradoxalement, la proportion de linguistes, d'anthropologues, d'historiens et de sociologues formés dans les institutions universitaires ne cesse de croître exponentiellement. Nous étudions avec minutie ce que nous laissons mourir. Nous archivons avec précision ce que nous ne transmettons plus. Quel est donc l'héritage multimillénaire de ces peuples dont les langues s'éteignent? Quels sont désormais leurs accroches, leurs repères, leurs références dans un monde globalisé? À qui profite cet effacement silencieux? Posons cette question troublante. Quel enfant de cette génération peut, avec autorité et connaissance, établir son lien généalogique pour les 10 dernières générations de sa lignée?
et y décliner le besoin profond de sa présence dans cette continuité? Cette ignorance est-elle simplement une conséquence de la modernité, de la mobilité, de l'urbanisation? Ou relève-t-elle d'un acte, d'une volonté assumée, consciente ou non, de rompre avec ce qui autrefois nous a rendus forts, ce qui nous a maintenus dans la force collective face aux épreuves? Les savoir-faire ancestraux disparaissent chaque jour. Les techniques de construction, de culture, de soins, de création qui ont permis à nos ancêtres de s'adapter à leur environnement s'évanouissent dans l'indifférence générale. Nous préférons l'efficacité immédiate des solutions standardisées à la sagesse lente des méthodes éprouvées par le temps. Et dans cette course, nous perdons bien plus que des techniques. Nous perdons des manières d'être au monde, des relations spécifiques à la matière, au temps, à l'espace. La famille, autrefois premier lieu de transmission, le creuset où se forgeait l'identité et où s'apprenaient les règles du vivre ensemble, vacille aujourd'hui. Elle est suspendue entre ciel et terre, sans possibilité apparente de stabilisation. Les parents, pris dans l'engrenage professionnel et les sollicitations constantes, sont débordés, épuisés, souvent absents même lorsqu'ils sont physiquement présents. Les enfants, eux, sont livrés à des algorithmes déguisés en compagnons, en éducateurs, en amis. Ces algorithmes servent des causes qui ne sont pas les leurs, l'attention captée, la consommation encouragée, la dépendance cultivée. Ils apprennent à swiper avant d'apprendre à tourner les pages d'un livre. Ils connaissent mieux les influenceurs que leurs propres grands-parents. Les grands-parents, dépositaires naturels de la mémoire familiale et collective, sont souvent incapables de saisir le contexte idéologique et technologique actuel pour tisser des courroies de transmission inviolables. Ils sont marginalisés, parfois réduits à leur incapacité à contribuer à l'économie productive. Leur sagesse est disqualifiée au profit de l'innovation permanente. Leur expérience semble ne plus avoir de valeur dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse. L'éducation se délègue, s'externalise, se fragmente entre diverses institutions et acteurs. Elle devient un service plutôt qu'un processus relationnel profond. Les parents délèguent à l'école délègue aux spécialistes, les spécialistes délèguent aux écrans. Dans cette fragmentation, les derniers socles potentiels de transmission se brisent. Il n'y a plus de cohérence, plus de continuité dans le message transmis. Les récits de vie n'émerveillent plus. Ou pire, ils ne circulent plus. Ils sont coincés entre les mains d'un ego obscur et obscurantiste, ce que l'auteur appelle un ego humanivore, qui dévore tout sur son passage sans rien laisser aux autres. La déresponsabilisation a pris le pas sur l'engagement. Les albums photos sont désormais dans les téléphones, mais les histoires derrière les visages restent muettes. Qui se souvient encore de l'histoire de cette tante à la tristesse mystérieuse, de ce grand-père au passé résistant, de cette tradition familiale dont on a perdu l'origine, mais qu'on perpétue mécaniquement? Où est donc passée la conscience du fait de famille? Cette conscience que nous sommes un maillon dans une chaîne, que nos actes résonnent en amont et en aval, que nous portons en nous les traces de ceux qui nous ont précédés et que nous laisserons des traces pour ceux qui suivront. Cette conscience a été remplacée par l'individualisme radical, l'idée que nous sommes autocréés, détachés de toute lignée, libres de toute dette envers le passé. La troisième rupture est peut-être la plus fondamentale, la rupture écologique. En rompant notre lien à la nature et aux vivants non humains, nous avons perdu bien plus qu'un environnement sain. Nous avons perdu la sagesse des saisons, la compréhension intime des cycles, la conscience aiguë de l'interdépendance de tous les êtres, la solidarité intergénérationnelle et spatiale qui découle de cette prise de conscience. Les êtres végétaux, les animaux, les montagnes, les forêts, les eaux, les tombeaux même. Tout nous rappelait autrefois que la Terre est une mémoire vivante. Elle porte les traces de tout ce qui a vécu. Elle conserve les histoires dans ses couches géologiques. Elle nous enseigne par ses rythmes, ses résiliences, ses colères. La nature était notre première bibliothèque, notre premier temple, notre premier maître. Mais qu'avons-nous fait de cette relation? Nous l'avons réduite à une exploitation unidirectionnelle. Nous avons humilié la terre qui nous porte. Nous l'avons intoxiquée, dénaturée, recouverte de béton et de plastique. Nous avons brisé l'équilibre délicat qui maintenait la vie dans sa diversité merveilleuse. Ne plus avoir cette conscience de notre interdépendance avec le vivant, n'est-ce pas le manifeste même de notre propre extinction programmée? Ou alors, ne serait-ce pas la création de quelque chose dont seuls les instigateurs maîtrisent les tenants et aboutissants? Une transformation du vivant si profonde que seuls quelques-uns en comprendront les rouages? Cette perspective, à mon sens, n'augure rien de bon. Rien d'humainement acceptable pour la continuité saine et équilibrée de la vie sur cette planète.
En perdant le lien à la nature, nous perdons aussi la transmission des savoirs écologiques ancestraux. Comment lire les signes du temps, comment cultiver sans épuiser, comment soigner avec les plantes, comment habiter un territoire sans le détruire. La quatrième rupture touche à la dimension spirituelle de l'existence. Le sacré, autrefois enseigné et transmis dans l'art, les rites, les cultes, les contes, les chants, les danses, s'efface progressivement. Il est remplacé par le divertissement incessant, par un ego marchand qui transforme tout en produits consommables, et parfois par des formes de charlatanisme qui exploitent la quête de sens. Le vide de sens laissé par la disparition des cadres symboliques traditionnels est comblé par l'urgence de produire, de consommer, de réussir socialement, d'être aimé et validé sur les réseaux. Nous sommes acculturés, puis réinculturés dans des agendas qui ne sont pas les nôtres. La division remplace la communion. L'individualisme remplace la communauté. Les jeunes générations errent ainsi dans un véritable désert symbolique, sans conscience mémorielle forte, sans repères stables, sans guide fiable, sans références partagées. Elles sont animées par une peur sourde face à un avenir incertain, par un désespoir parfois muet, et par une quête effrénée du pouvoir. Pouvoir d'achat, pouvoir social, pouvoir numérique, mais un pouvoir vide de savoir véritable, de sagesse, de finalité profonde. Les grands récits qui donnaient sens à la vie, à la souffrance, à la mort, à la communauté, se sont effondrés ou sont devenus inaudibles. Nous avons gardé les formes parfois, les fêtes religieuses devenues commerciales, les rituels devenus folkloriques, mais nous en avons perdu la substance, la profondeur, la capacité à structurer réellement nos vies et à nous relier les uns aux autres et à quelque chose qui nous dépasse. Enfin, la cinquième rupture est celle du langage lui-même. Quand les mots perdent leur substance, leur épaisseur, leur pouvoir d'évocation et de précision, il devient extrêmement difficile de transmettre quelque chose de solide, d'authentique, d'utile et de fiable. De nos jours, la valeur énergétique de la parole est profondément questionnable. Nous parlons beaucoup, mais disons-nous encore quelque chose? Le langage s'appauvrit, se réduit, se contracte en acronymes, en abréviations, en émojis. Il devient un code de surface, tournant souvent dans l'illusoire, le virtuel, le simulacre. Nous avons de plus en plus de moyens de communication, mais de moins en moins de choses essentielles à communiquer. Pourtant, sans mots chargés de sens, sans mots capables de dire précisément ce qui est et ce qui devient, y a-t-il encore de la force dans ce qui précède? Si oui, où se cache-t-elle? Et comment, dans ces conditions, penser avec rigueur et clarté? Comment dire avec justesse et impact? Comment espérer influencer le cours des choses par la seule force de la parole et de la pensée? Sans pensée agissante, sans langage capable de porter cette pensée, que reste-t-il à transmettre? Que transmettons-nous finalement aujourd'hui? Des informations brutes, des données, des opinions non étayées, des émotions immédiates non réfléchies? Le langage n'est pas seulement un outil de communication. Il est la maison de l'être, comme le disait Heidegger. En l'appauvrissant, nous appauvrissons notre capacité à être, à penser notre être, à le dire, à le transmettre. Ces ruptures que nous venons d'explorer n'ont rien d'abstrait. Elles ne sont pas de simples concepts philosophiques. Elles ont un coût humain, un coût multigénérationnel immense, qui se lit chaque jour sur les visages et dans les vies de millions de personnes. Regardons d'abord cette jeunesse désorientée, en quête désespérée d'identité, dans un monde qui a perdu la mémoire. Une jeunesse qui cherche des racines dans le béton, des traditions dans l'innovation constante, des repères dans un paysage mouvant. Elle navigue à vue, sans boussole héritée, sans carte transmise. Elle doit tout inventer, tout créer, sans base stable sur laquelle s'appuyer. Cette quête épuisante génère anxiété, dépression, burn-out précoce. Voyons ensuite ces sociétés fragmentées, incapables de dialogue authentique entre générations. Les anciens et les jeunes vivent dans des mondes parallèles, avec des références, des langages, des préoccupations si différentes qu'ils peinent à se comprendre, à s'écouter vraiment. Comment établir un diagnostic commun des problèmes? Comment élaborer ensemble des solutions pour le bien des générations présentes et futures? Cette fracture intergénérationnelle affaiblit notre capacité collective à faire face aux défis.
Observons cette montée en puissance des crises identitaires, de la sensation diffuse d'impuissance, de l'anxiété généralisée, des dépressions qui touchent des populations de plus en plus jeunes, des burn-out qui deviennent une norme sociale acceptable, des troubles profonds du sens et de l'orientation. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous demander « Pourquoi suis-je ici ? Quelle est ma place ? Quelle direction prendre ?» Ces questions, autrefois partiellement résolues par les cadres transmis, doivent maintenant être affrontées seules, dans l'isolement. Contemplons cette planète exsangue, dont les signaux d'alerte maximale, les cris d'alarme des scientifiques, les preuves quotidiennes de sa souffrance sont collectivement acceptés avec une sorte de résignation fatale. Nous savons, mais nous n'agissons pas à la hauteur de ce savoir. Nous transmettons aux générations futures une terre blessée, appauvrie, dont les équilibres sont rompus. Quelle transmission plus tragique que celle d'un monde en déclin ? Enfin, ressentons ce sentiment d'impuissance généralisée qui paralyse l'action juste, durable et féconde. L'impression que les problèmes sont trop grands, trop complexes, que les leviers d'action nous échappent, que les structures sont trop rigides pour être transformées. Cette impuissance apprise nous empêche de croire en notre capacité à changer le cours des choses, à influencer notre destin collectif. Nous devenons spectateurs de notre propre histoire. Cet ouvrage, en décrivant ces constats et la gravité de leurs impacts, nous alerte sur un fait essentiel. En rompant de manière volontaire ou involontaire avec nos transmissions, nous avons perdu ce qui nous rendait forts. Nous avons perdu la reliance qui nous unissait les uns aux autres et au monde. Nous avons perdu l'ancrage qui nous stabilisait dans les tempêtes. Nous avons perdu la continuité qui donnait sens à notre passage. Nous avons perdu la responsabilité envers les générations futures. Nous avons perdu les mémoires qui nous guidaient. Nous avons perdu jusqu'à notre biochimie, déséquilibrée par des modes de vie contre nature. Nous avons perdu notre capacité à créer du sens partagé, à bâtir du commun solide, à incarner une vision du monde qui dépasse l'instant éphémère, pour le profit durable des nôtres et des générations à venir. Cette perte n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de choix, de négligence, d'oubli. Mais ce qui a été défait peut être recousu. Ce qui a été oublié peut être retrouvé. Ce qui a été perdu peut être réinventé. Mais cet ouvrage n'est pas seulement un constat dramatique. Il est surtout un appel, un cri du cœur, un besoin vital de reconnecter. Il s'inscrit dans une urgence absolue, celle de recoudre les liens défaits, de remettre en circulation les forces vitales qui nous animent, de résister activement à l'effacement programmé de notre humanité profonde. Reconnecter, d'abord, avec nos racines culturelles. Non par nostalgie stérile, mais par nécessité vitale. Des initiatives extraordinaires émergent partout dans le monde. Des communautés qui revitalisent leur langue menacée, des jeunes qui apprennent les savoir-faire ancestraux auprès des derniers détenteurs, des écoles qui intègrent les connaissances traditionnelles aux apprentissages modernes. Il ne s'agit pas de rejeter la modernité, mais de l'enrichir de la sagesse du passé. Reconnecter, ensuite, avec la transmission familiale. Recréer des espaces et des temps dédiés à l'échange intergénérationnel. Remettre les anciens au cœur de la famille, non comme des dépendants, mais comme des passeurs essentiels. Recueillir leurs récits, leurs souvenirs, leurs savoirs. Recréer des rituels familiaux qui donnent du sens et marquent les passages importants. Retrouver la conscience du fait de famille, cette chaîne dont nous sommes à la fois héritiers et responsables. Reconnecter, fondamentalement, avec la terre et le vivant. Réapprendre à lire les signes de la nature. Réapprendre à cultiver, à soigner, à habiter en harmonie avec les écosystèmes. Retrouver la sagesse des cycles, la patience des saisons, l'humilité face aux forces naturelles. Comprendre que nous ne sommes pas extérieurs à la nature, mais partie intégrante d'elle. Que notre bien-être est indissociable de celui de la planète. Reconnecter, aussi, avec une dimension spirituelle ou symbolique qui donne sens à notre existence. Non pas nécessairement par un retour aux religions traditionnelles, mais par la création de nouvelles formes de sacré, de nouvelles pratiques ritualisées, de nouveaux récits fondateurs qui répondent aux défis contemporains, des formes qui intègrent la science, l'écologie, la psychologie, l'art, des formes qui nous relient à quelque chose de plus grand que nous, sans nous aliéner. Reconnecter, enfin, avec la puissance du langage. Réapprendre à dire avec précision, avec beauté, avec profondeur. Retrouver le goût des mots rares, des métaphores seules fécondes, des récits structurants.
Enseigner aux jeunes générations non seulement à communiquer, mais à penser, à argumenter, à créer avec les mots. Redonner au langage sa fonction première, non pas seulement échanger des informations, mais créer du monde, du sens, du lien. Transmettre aujourd'hui, dans ce contexte de crise multiple, c'est donc guérir ces ruptures. C'est transformer les silences en enseignement. C'est faire de chaque blessure, de chaque échec, de chaque traumatisme, une source d'apprentissage pour les générations futures. C'est faire de chaque crise existante, et elles sont nombreuses, une matrice de puissance, une occasion de réinvention, un tremplin pour un avenir différent. Cette reconnexion ne signifie pas un retour naïf au passé. Il ne s'agit pas de prêcher un conservatisme réactionnaire. Il s'agit au contraire d'oser une réinvention enracinée et connectée, d'innover à partir de ce qui nous précède, pas en rupture totale avec lui, de créer du nouveau qui intègre la sagesse de l'ancien, de transformer, pas de répéter bêtement, d'adapter, pas de copier servilement. Les outils modernes, comme cette intelligence artificielle qui nous aide à créer ce documentaire, peuvent être mis au service de cette reconnexion. Ils peuvent aider à archiver, à diffuser, à rendre accessible ce qui risquait de disparaître. Ils peuvent faciliter les connexions intergénérationnelles, interculturelles, à condition de les utiliser avec conscience, avec intention, avec sagesse, à condition de ne pas les laisser nous déposséder de notre humanité, mais de les mettre au service de son approfondissement. La transmission suspendue entre ciel et terre peut retrouver son équilibre. Elle peut redevenir ce pont vivant entre ce qui fut et ce qui sera. Ce flux continu qui nourrit le présent des richesses du passé et prépare l'avenir avec responsabilité. Cette colonne vertébrale fracturée peut se ressouder, plus forte à l'endroit des fractures, comme les os qui se reforment. Au fond, transmettre, c'est bien plus qu'un devoir. C'est un acte d'amour. D'amour pour ceux qui nous ont précédés et dont nous portons l'héritage. D'amour pour ceux qui nous entourent et avec qui nous partageons le présent. D'amour pour ceux qui viendront après nous et à qui nous devons préparer un monde habitable. Transmettre, c'est dire à ceux qui viennent, avec humilité et responsabilité, voici. Voici ce que nous avons reçu. Voici ce que nous en avons fait. Voici les beautés que nous avons créées. Voici les erreurs que nous avons commises. Voici les blessures que nous portons. Voici les espoirs qui nous animent. Ne soyez pas troublés par l'ampleur de la tâche. Vous n'êtes pas seuls. Vous venez d'ici, de cette longue chaîne d'humains qui ont aimé, souffert, créé, lutté. Voici quelques directions que nous avons explorées. Voilà les dangers que nous avons rencontrés. À vous maintenant de poursuivre le chemin, avec vos propres forces, vos propres rêves, votre propre créativité. Mais avec cette base solide, vous appartenez. Vous êtes attendus. Vous êtes nécessaires. Transmettre n'est donc pas un fardeau. C'est un acte de résistance créatrice. Une affirmation que la vie continue, que le sens se recrée, que les liens se retissent. Face aux crises culturelles et identitaires de notre époque, cette reconnexion n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. La question n'est plus « transmettrons-nous ?» car nous transmettrons toujours, consciemment ou non. La vraie question est « que choisissons-nous de transmettre ?» Ceci est un extrait commenté de l'ouvrage « Un besoin de reconnecter ». Une transmission en crise suspendue entre ciel et terre du Dr Cédric Happy, disponible sur Amazon.